Hello! Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien et t'offre un point de vue plus adulte sur cette belle passion. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau numéro avec une invitée que j'apprécie tout particulièrement, j'ai nommé Mrs Renard. Si vous êtes comme moi, vous adorez très certainement suivre des créateurs Disney qui proposent des produits que l'on ne retrouve ni à Disneyland Paris, ni dans les boutiques officielles. Ces artistes font fonctionner à plein régime leur imagination pour proposer des produits uniques qui font craquer de plus en plus de fans. Mais soyons honnêtes, tout n'est pas toujours rose dans le monde des créations, et c'est pour cette raison que j'ai voulu avoir cette conversation avec mon amie Talia, qui fait toujours preuve de beaucoup de franchise sur les réseaux sociaux. Mrs Renard propose des illustrations, des jeux de société avec ses designs et tout plein de jolies choses que je vous invite à retrouver directement sur son compte Instagram. Je suis admirative de son parcours et de son évolution au fur et à mesure des années, et j'ai tout aussi hâte que vous d'entendre ce qu'elle a à nous raconter. Je ne blablate pas plus longtemps, et je vous propose qu'on la retrouve juste après notre jingle. C'était trop mignon! Adorable! Mais quelle est choupinette! J'ai invité Talia parce que c'est une grande gueule qui raconte toujours tout ce qui se passe. Mais c'est ça qu'on aime chez toi, hein. Ah, bah tant mieux. Salut Talia, bienvenue dans La Pause Enchantée. Et je suis trop contente que tu sois avec nous pour ce podcast. Je suis grave contente aussi. Franchement, c'est mon premier podcast. Je suis un peu émue aussi et un peu stressée. Donc, je vais essayer de faire le mieux possible. Je suis sûre que ça va être très bien. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je te propose un petit jeu pour que tout le monde apprenne à mieux te connaître. Donc j'ai 6 questions et il faut que tu répondes le plus vite possible sans réfléchir. Ok. Le personnage dont tu aimerais être l'acolyte. Robin des Bois. Oh, c'est surprenant ça. Mais c'est, en vrai, j'aurais pu dire Peter Pan, mais Peter Pan est un peu un salaud sur certains points. Au moins, Robin, c'est quelqu'un de noble et tout. Le personnage dont tu pourrais être la voix. Alors, je fais très bien Iago. Tu sais que tu vas être obligé de nous faire une démonstration là. Oh, la lampe! Oh, la lampe! Savoir sur quoi c'est. Non mais cette phrase c'est la meilleure du film de toute façon. Mais moi, Iago, c'est ma passion. Je suis pas une grande fan d'Aladin, mais Iago, je pleure de rire. Il est sous-coté en plus ce personnage, c'est incroyable. Si une attraction était un lieu de vie, où choisirais-tu de t'installer? Alors, je sais pas si ça compte comme une attraction, mais en soi, il est dans l'attraction sur l'appli. Donc, je dirais le château de la Belle au Bois dormant. Hein. Bah écoute, ça me semble être une bonne réponse, hein. Écoute, je trouve que c'est sympa, t'as une petite vue. Tant qu'à faire. C'était mon rêve, moi, quand j'étais petite. Je crois, on a tous cru qu'il y avait une chambre là-haut. On l'a tous cru à cette légende urbaine. Mais ça, c'est à cause de la publicité qui passait quand on était petit, où t'avais Mickey et ses potes qui sortaient du château. Moi, j'étais persuadée qu'ils vivaient dedans. Mais de ouf! Si tu pouvais interagir avec Walt Disney, comment réagirais-tu? En toute sincérité, je suis pas sûre que j'aimerais tant que ça le personnage. Parce que faut remettre un peu dans le contexte historique. Entre le fait qu'à mon avis, à cette époque-là, tout le monde était un peu raciste, tout le monde était un peu misogyne et tout le monde était un peu homophobe, je suis pas sûre qu'on aurait beaucoup de sujets de conversation où on serait d'accord. Par contre, j'aimerais beaucoup. Si je devais faire un dîner avec des gens morts, ils seraient sur ma table, tu vois. Ça m'intéresserait, mais je suis pas sûre d'aimer ce que j'entends. Quel film Disney ne reverras-tu plus jamais? Sincèrement, j'ai retenté de voir Cars et décidément, non. Le premier? Ouais, non, moi, les Cars, j'arrive pas. J'y arrive pas. Je t'avoue, je rentre pas dans l'histoire. La voiture qui parle ne m'émeut absolument pas. Et j'arrive pas du tout à avoir de l'empathie pour le personnage. Quelle musique Disney ne quittera jamais ta playlist? La musique de la Planète au Trésor. J'adore cette musique. Elle est sous-cotée de ouf, mais j'adore cette musique. Il y a quand même pas mal de gens de notre génération qui l'aiment, hein, cette musique. Je me suis rendu compte en faisant des produits La Planète au Trésor à quel point ils avaient du succès. Les gens veulent du Jim Hawkins. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur toi? En tant que créatrice? Oui. Te résumer en quelques mots, comment est-ce que t'es tombée dans le bain Disney? Alors moi, je suis pas tombée dedans. C'est un peu comme Obélix, j'y ai passé ma vie en fait. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et je suis jamais partie de là-dedans. J'ai toujours regardé des Disney, j'ai toujours regardé des films et quand j'étais petite, je disais que je voulais être dessinatrice pour Disney, que je voulais créer la prochaine princesse Disney. C'était mon but dans la vie. Et puis j'ai fait des études en cinéma d'animation et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi parce que un dessin animé, que ce soit en 2D ou en 3D,
c'est 5, 6, ça peut aller jusqu'à 10 ans de préparation. C'est tout à fait louable comme travail, mais j'aurais voulu être directrice artistique en fait sur ce genre de projet. Et c'est pas possible. Et du coup, tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu voulais dessiner la prochaine princesse Disney, mais à quel moment, du coup, tu as eu conscience que bah voilà, c'était des dessins animés, que ça pouvait être un métier? Comment ça s'est passé pour toi? Je crois que c'est à partir du collège. Alors, c'est pas venu sur Disney au début, c'est venu sur les mangas, parce que je lisais beaucoup de mangas et j'ai voulu être dessinatrice de manga. Et puis après, on m'a offert, je crois que c'est Peter de Sèvres, qui a fait beaucoup de dessins pour Disney. Et pour mon anniversaire, on m'a offert son artbook. Et j'ai fait, ah ouais, bah, je veux faire ça. C'est mon parrain qui me l'a offert d'ailleurs, qui je ne parle plus depuis, mais ça reste un des cadeaux qui a le plus marqué ma vie. Et que j'ai toujours avec moi d'ailleurs, c'est un de mes livres préférés et que je sors à chaque fois, genre, regardez, ça, c'est incroyable. Faudra que tu me le montres, un de ces quatre. Ah, je te le prêterai si tu veux, il n'y a pas de problème, il est incroyable ce livre. Avec grand plaisir. À quel moment tu t'es dit, ok, je vais partager mes créations? J'ai un compte Instagram depuis 2011, une vieille de la vieille, si on peut dire. C'est clair, t'étais là au début de l'application, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai. Donc moi au début c'était vraiment un compte privé, enfin pas privé parce que ça existait même pas à ce moment-là, mais un compte de gens lambda quoi, où je montrais ma vie. Et puis j'ai commencé à montrer mes dessins et puis à montrer mes pop, à montrer mes trucs Disney et tout. Et il y a des gens qui ont commencé à suivre ce que je faisais. Et je me suis dit bon bah on continue. Du coup, tu faisais que du Disney quand t'as commencé à partager un peu tes créations? Du tout. Je faisais des trucs hyper sombres, je faisais des designs un peu vaudou, que avec du noir, avec des traits vachement ciselés. Et à un moment, j'ai commencé à dessiner. Alors, si je dis pas de bêtises, la première que j'ai dessinée, parce que j'ai commencé à la suivre, chez Neuf Lola, et j'ai fait un dessin d'elle et d'autres créatrices qu'elle avait en amie à cette époque-là. Et je leur ai offert bien gentiment leur dessin parce que ça me faisait plaisir. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui les suivaient et qui sont venus sur mon compte et qui ont aimé ce que je faisais. Donc j'ai commencé à faire des portraits avec des designs Disney, donc avec des oreilles Disney, avec des t-shirts, des push, des trucs, des machins. Et j'ai commencé, je les faisais gratuitement. Vous vous rendez compte, je les faisais gratuitement à une époque. Il y a des gens qui... Enfin, d'un côté, c'était pas très beau ce que je faisais. Enfin, Non, mais il faut bien commencer quelque part. pour l'époque, j'étais hyper fière de ce que je faisais et les gens étaient hyper contents de ce que je faisais aussi. Et puis j'ai commencé à parler avec Estelle Herry, qui est mon ange sur cette terre, le soleil de ma vie. D'ailleurs, qui est à l'origine du logo du podcast? Exactement. C'est vrai que c'est elle qui l'a fait. Mais elle fait des choses incroyables, cette fille. Cette fille est merveilleuse. Oui, on est totalement d'accord. Et c'est elle qui m'a managée de ouf et qui m'a dit, mais tes dessins, il faut que tu les vendes, il faut que tu en fasses quelque chose et tout. Et j'étais là, non, je suis nulle. Elle s'est dit, si, fais-le. Et je me suis lancée sur Etsy d'abord, qui est un site où il y a plein de petites boutiques comme ça, qui est très pratique quand tu commences, parce que tu as toute l'interface qui est faite et que ça regroupe plein de gens. Donc ce qui fait que les gens qui vont chercher sur Etsy, ils peuvent tomber sur ton travail un peu par hasard aussi. Et après, ça s'est développé, j'ai fini par faire mon site et voilà, maintenant on en est là. Depuis ma première boutique Etsy, je crois que ça fait peut-être 5 ans. 5 ans, non. Mais du coup, toi, en tant que créatrice, quand t'étais sur Etsy, ça t'offrait de la visibilité quand même ou pas? Un petit peu pas. En vrai, quand j'étais sur Etsy, j'ai jamais eu beaucoup de ventes sur Etsy. Je suis très vite passée à ma boutique parce que je suis un peu une psychopathe de l'image et tout. Et le orange partout, c'était pas possible. Et je suis très vite partie sur mon site. Je trouvais que en fait, j'ai vite calculé combien ça allait me coûter l'hébergeur et le nom du domaine que Etsy me prenait. Et le choix a été très vite fait. Mais du coup, ton site, tu l'as aussi fait toute seule? Ouais. Waouh! Alors après, je travaille moi sur enfin c'est Big Cartel, ça s'appelle. Ceux qui voudront se faire un site, c'est hyper pratique. Mais je suis toujours admirative quand je vois les sites des autres, tu vois. Bah moi, mais en fait, je pense qu'on est tous un peu admiratifs des autres et on s'en rend pas compte, mais ce qu'on fait est très bien aussi. On n'est pas des professionnels, donc bon. Non, c'est clair. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Après, j'essaie de plus le temps passe, plus de m'écouter et de pas me dire ah, les gens ils aiment peut-être pas ça, peut-être que ça va pas intéresser les gens. T'arrives à moins te mettre la pression là-dessus, du coup? C'est bien ce qui me semblait. En vrai, un peu moins. Je me force dans des endroits où je me sens en confort. C'est-à-dire que je fais, par exemple, de temps en temps, je fais du hors Disney, mais je suis en challenge Instagram où je me dis quand même que les gens... Par exemple, je fais beaucoup les signes du zodiaque parce que je sais que les gens, c'est un sujet qu'ils apprécient et qu'ils aiment retrouver.
Mais sur Disney, je sais que je me permets maintenant carrément plus de sortir du princesse, de sortir des trucs un peu obvious et d'être agréablement surpris quand je sors. Là, le Fantôme Manor, j'ai pas compris. Et vraiment, en termes de vente, j'ai pas compris qu'il fasse un tel buzz. Je suis trop contente. En même temps, il était magnifique. Merci, je me suis bien pété les yeux dessus, donc je suis ravie qu'il vous plaise. Parce que vraiment, je pense que c'est le magnète sur lequel j'ai passé le plus de temps. Moi, je trouve que c'est grave ta patte, tu vois. Tu proposes des magnettes avec des vitraux, tu proposes des jeux de société. Je sais pas d'où te viennent les idées, mais je trouve ça trop bien. Bah, les magnettes, ça m'est venu du fait que j'avais vu plein de créateurs faire des marque-pages et j'avais aussi envie d'en faire, mais j'avais pas envie de faire la même chose parce que je trouvais que c'était dommage, alors qu'il y en avait déjà plein. Et je me suis dit, ah, vas-y, faut trouver un truc parce que moi, mes marque-pages ils tombent tout le temps et je voulais trouver un système qui fasse que ça reste dans le livre sans que ce soit un truc épais qui abîme la page ou qui abîme la reliure du livre. Et donc, c'est parti de là-dessus et j'ai trop kiffé. C'est un des trucs que j'aime le plus faire en ce moment, les vitraux. Mais j'évite de faire que ça parce que j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans non plus. Oui, bah ça peut être facile de se retrouver dans une catégorie précise et de pas pouvoir en sortir derrière. Alors que c'est souvent ce qui marche le mieux, hein. En termes de likes et de visibilité, mes magnettes, quand je les sors, je sais qu'à chaque fois ça va pulser. Mais j'ai pas envie de faire que ça et ni d'aller dans la facilité de me dire ça marche, donc je fais que ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça se passe pour toi la création d'une collection ou d'un produit en particulier? Comment tu t'organises? Ça passe par plein d'étapes différentes. En règle générale, j'aime bien penser à une collection dans son ensemble et qui est un lien entre les différentes illustrations que je fais. Donc j'ai tendance à faire des listes, beaucoup de listes, des tonnes de listes. Pour le Uno, par exemple, au début, je me suis demandé est-ce que je fais par couleur, donc c'est-à-dire que je mets que des personnages qui ont du violet dans la catégorie violet, mais je me suis dit c'est con de se fermer des possibilités de personnages juste à cause d'une couleur. Et puis il y a des persos, genre Peter Pan, tu vois, tu le mets dans orange ou dans vert. Ah bah dans le vert. Ouais, il a quand même enfin quand tu fais du portrait, il a quand même vachement les cheveux orange qui prennent quand même 3 quarts de la place. Oui, c'est vrai que si tu prends pas sa silhouette dans son intégralité, c'est plus compliqué. Voilà, donc j'ai fini par faire par thème, et après par thème, en règle générale, ce que je fais, c'est que je parle beaucoup avec Antoine, The Cat with the Bird, et avec mon autre colocataire, Quentin. Parfois, j'ai un de mes voisins qui s'appelle Louis aussi qui passe et on en parle. J'aime bien parler avec les gens en fait. C'est souvent comme ça qu'il y a des idées qui se débloquent et des trucs obvious que j'ai complètement omis. Et après, tu fais, mais bien sûr. Tu t'y prends combien de temps à l'avance? Parce que je pense par exemple, tu vois, aux collections un peu Halloween, Noël, tout ça, tu t'y prends la dernière minute ou tu penses à ça des mois à l'avance? Noël et Halloween, ça va assez vite parce que c'est des thèmes qui sont pas, pas fermés, mais tu sais dans quelle direction tu vas. Je me souviens d'une année où j'avais fait les sidekicks déguisés en vilains. Franchement, je crois j'ai eu l'idée 3 jours avant de commencer, même pas. On était à l'auberge de Cendrillon avec Antoine, on a fait, oh, on va faire ça. Bam. Puis on a commencé à lister tous les héros, enfin tous les sidekicks et tous les méchants qui étaient graphiquement reconnaissables. Et c'est parti comme ça. Ça doit être génial d'assister à ce genre de réunion. Oh bah viens boire un café à la maison, hein, ça va très vite. Avec grand plaisir. Par contre pour le Uno, ça faisait depuis septembre dernier que j'y pensais. Ah ouais. Mais il y avait beaucoup de cartes et je me suis posé la question de est-ce que je fais que des portraits? Est-ce que je fais des corps entiers? Si je fais des corps entiers, est-ce que je les fais détailler ou pas? Parce que si je les fais détailler, ça va prendre plus de temps. Si ça prend plus de temps, ça va me représenter plus d'argent. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les gens voudront payer plus? Donc c'est compliqué aussi de calculer tout ça. Pour un travail comme le Uno qui te prend, faut dessiner toutes les cartes, faut tout imprimer, etc. Comment tu fais pour fixer ton prix? J'ai fait par rapport au temps de travail et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est le jeu qui a été le moins rentable pour moi depuis que j'ai commencé à faire des jeux de société. Et pourtant, j'en ai vendu beaucoup et n'importe qui va sur mon Kickstarter peut voir la somme que ça a emmagasiné. Mais entre les frais de production, les frais d'envoi, parce que les gens pensent que le frais d'envoi c'est juste le timbre et le suivi. Mais non, parce qu'il faut emballer tout ça, il faut que ce soit protégé. C'est un enfer sans nom, faut imprimer les prints, faut imprimer les stickers, les magnettes, les trucs, les machins. Je me suis retrouvée avec quasiment rien. Ça a été un petit coup de déprime après l'été, justement, de me dire, bon bah voilà, tout ce travail pour cette rentabilité-là. Après, je suis tellement contente de l'avoir fait. Que tu le regrettes pas du coup. Non, 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 et puis c'est un truc fait, tu vois. Je me dis que peut-être que dans un an, s'il y a plein de gens qui me le demandent, peut-être que je le rééditerai. Même si je pense pas. Mais ça reste quand même un gros travail qui est fait. Bah, vu le nombre de cartes qu'il y avait, ça m'étonne pas, hein. C'est tellement lourd.
J'avais tellement pas prévu son poids. Ah ouais, à ce point? Mais tu l'as imprimé toi-même, le Uno, ou? Non, pas du tout. Les jeux de cartes, je travaille avec une société française dont je ne dirai pas le nom. Il y a des trucs que je donne sans problème. Où est-ce que je fais mes emballages, mon papier de soie personnalisé, il n'y a pas de problème. Mais ça, j'avoue, je vais le garder. C'est comme les usines pour Pins. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs qui communiquent finalement les usines avec lesquelles ils travaillent, hein. Donc je trouve ça assez courageux de ta part de finalement en révéler quand même certains. Bah, parce qu'il y a des trucs qui me dérangent pas. Le papier de soie, par exemple, je serais ravie que tout le monde ait un beau papier de soie. Ça ne change rien à mes ventes. Ça me saoulerait un peu plus de voir de plus en plus de gens faire des jeux de cartes. Parce que je me sens un peu toute seule à faire ça en ce moment. Ouais. Enfin, pas toute seule, il y a plein de gens qui en font. Il y a des tonnes de jeux de tarot trouvables, thématisés et tout. Mais comme ça, dans la sphère Disney, de créateur Disney que je suis en tout cas, je me sens un peu seule pour le moment et j'aime bien. Alors, par contre, je précise que c'est une usine française parce que je suis tellement contente de bosser avec eux. C'est tellement agréable de se dire qu'on fait du français et que niveau écologie, tout ça, c'est fait dans de bonnes conditions. Alors, si les gens un jour trouvent le site, ils reconnaîtront tout de suite que c'est le mien parce que ils ont utilisé un ou deux de mes jeux comme référence pour certains de leurs produits. Donc, c'est cramé à 200% que c'est le mien. Mais tu vois, par exemple, pour les usines de pins, je sais que c'est un secret qui est extrêmement bien gardé par les créateurs et qu'ils veulent lâcher à aucun prix, tu vois. C'est comme des avantages que tu demanderais à quelqu'un qui travaille, je sais pas, à H&M ou un truc comme ça. Pour moi, c'est quelque chose que tu demandes à un ami proche. C'est pas quelque chose que tu vas demander, genre, tu vas pas rentrer chez ton boulanger et faire, c'est quoi la recette? Bah non. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, je t'avoue que moi, l'univers du pin, c'est un univers qui me terrifie un peu et que je trouve de plus en plus méchant. Donc, Dans quel sens? Au niveau des créateurs? ouais, je trouve que les créateurs sont hyper vindicatifs les uns envers les autres. Et puis, moi, il y a tout le côté fantasy qui me fait un peu grincer des dents. Il y a beaucoup d'histoires de clans, de trucs, de machins. Je trouve ça hyper méchant et je trouve ça dommage. Parce que tu vois, des créateurs qu'on pourrait dire qu'on fait un peu la même chose. Donc, tu vois, à Messancha, par exemple, on fait toutes les deux des prints, on fait toutes les deux des stickers, des badges. Et dès que je sais que j'ai déjà eu besoin de conseils, elle me les a donnés avec grand plaisir. Et que moi, si je peux l'aider, je le ferai avec grand plaisir. Et on n'est pas particulièrement de grandes amies, mais c'est bienveillant. Ouais, vous vous soutenez entre vous, quoi. Et avec les créateurs de façon globale, comment tu qualifierais l'ambiance? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'ambiance, je sais pas, de peur de plagiat, de concurrence, ou vous serrez plutôt les coudes? Comment ça se passe? Il y a eu une période, c'était la guerre, où tout le monde se tirait dans les pattes, où il y avait des clans. Là, j'ai l'impression que c'est redevenu vachement plus... chacun fait son truc de son côté. Mais j'irai jamais, tu vois, reprocher à quelqu'un, genre, ah, t'as acheté ça de machine ou de machin, ah, je l'aime pas. Fais ce que tu veux. Si t'aimes ça, prends. Puis, quelque part, je vais pas dire que je suis content pour eux, mais si, parce que je suis dans la même galère qu'eux et je suis content qu'ils puissent payer leur loyer, leurs produits et tout. Enfin, tant mieux, quoi. Après, ça doit pas forcément être évident non plus, parce que vous vous inspirez tous un peu du même univers, tu vois. Donc il peut aussi y avoir des histoires de plagiat, etc. J'imagine, tu vois. Bah, alors moi, je suis de plus en plus d'illustrateurs étrangers. J'avoue que j'ai plus beaucoup de français dans les gens que je suis, mais dans les gens qui sont bien plantés maintenant, qui ont vraiment leur boutique, qui ont leur style. Tu vois, je te parlais d'Amé Sancha, mais Estelle, c'est pareil. Il y en a plein que je suis des Français où tu peux pas plagier parce que ça se voit à 10 kilomètres que c'est son style. C'est une réinterprétation. Il y a plein de gens qui me demandent mais comment ça se fait que tu fais du Disney, est-ce que tu es sous licence et tout. C'est de la réinterprétation, c'est de la caricature. À aucun moment c'est du fantasy, à aucun moment c'est du décalqué. Je crois qu'on en avait parlé une fois, je sais plus avec qui m'avait montré justement des gens qui avaient complètement décalqué, qui s'étaient inspirés de leur dessin. Je dis, mais ça sert à rien de t'énerver parce que ça se voit que c'est le tien. Mais t'abordes du coup un point que j'allais soulever aussi, mais comment ça se passe au niveau des droits avec Disney? Alors avec Disney, pour en avoir parlé avec plein de gens et avoir regroupé des informations un peu partout, ce que je dis n'a rien d'officiel. C'est pas Disney qui m'a envoyé une lettre pour me dire vous avez le droit de ça, 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 mais de manière un peu tacite. Et je crois que c'est encore plus aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, carrément, le fantasy est autorisé. Il est même vendu dans des boutiques. C'est fou! Voilà. Mais encore une fois, ça a peut-être changé entre-temps. Je suis pas une pro du pins, donc peut-être que je me trompe. Mais Disney a l'air de tolérer les créateurs qui font du Disney, mais qui est pas Disney style.
qui a pas la même charte graphique, qui a pas la même charte de couleurs. Je sais qu'il y a des artistes comme Wistful Art qui est incroyable, qui fait du boulot de malade mental et qui elle a carrément été invitée à la D23 par Disney. Donc ils savent très bien qui c'est. Ah oui, quand même, quand t'as cette reconnaissance-là, clairement. Ouf, c'est un petit peu incroyable. Même tu vois, elle est invitée à la Japan Expo. Enfin, je veux dire, c'est des. Je pense que même moi, à la petite échelle que j'ai, Disneyland Paris savent très bien que j'existe. Ils vont pas me suivre tous les jours non plus, mais je pense que je fais partie d'une liste. Ils savent que je fais partie d'un groupe, tu vois. Et Disney tolère ça. Alors que par contre, du Ghibli et du Warner, j'en ai fait les frais sur Quickstarter. Tu peux écrire Disney sur Quickstarter. Si tu écris Ghibli ou un titre de film Ghibli, tu te fais éjecter ton projet dans la seconde. Ah ouais? Ouais, Ghibli, ils veulent pas. C'est marrant cette différence entre les univers. Pour moi, Disney joue mieux le truc parce qu'ils ont compris que des gens qui achètent chez Disney officiel vont pas arrêter d'acheter parce qu'ils vont acheter chez du créateur. C'est juste des collectionneurs et ça fait grossir les collections et ça fait marcher le marché justement. Oui, à titre personnel, de toute façon, t'as jamais été embêté par Disney ou quoi. Bah, juste Ghibli, du coup. Ouais, Ghibli. Ghibli, j'ai retiré mon projet de Quickstarter. Ah ouais? Du coup, même en le renommant, ça passait pas? Non, mais j'ai pas eu envie de me battre non plus. J'ai mis un lien vers ma boutique et j'en ai vendu beaucoup moins. Et je t'avoue que ça m'a. Je me suis sentie mal en fait. J'ai eu l'impression qu'Imizaki était rentré à mon salon pour me dire non! Mais c'était juste parce que j'aime bien votre travail. Non! Bon, après, Ghibli c'est particulier. Hein. Je veux dire, le musée Ghibli, t'as pas le droit de faire des photos et des vidéos dedans. Donc c'est dire le culte un peu du secret et de l'appartenance. C'est très japonais aussi. Alors que les mangas s'en foutent. Le manga, tu peux carrément faire du fantasy, ils s'en ont mais rien à battre. Mais c'est des choses qui peuvent éventuellement te bloquer aussi pour tes créations, de savoir un peu comment ça peut se passer, que ce soit avec Ghibli ou d'autres. Harry Potter, j'avoue que je fais très attention parce que je sais que c'est arrivé à plein de créateurs de pins de se faire, juste parce qu'ils ont écrit Hogwarts sur un pins, de se faire éclater. Pourtant, il y en a beaucoup des créateurs Harry Potter aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y en a beaucoup, mais ils évitent de mettre les mots-clés en fait. Et je trouve ça dommage parce que je trouve pas que le merch officiel de Harry Potter pète trois pattes à un canard. Je trouve ça cool au contraire d'avoir d'autres images, d'autres idées. Puis même pour les créateurs, quoi, c'est leur tirer une balle dans le pied. Enfin, ça doit être beaucoup plus difficile de vivre de ça quand tu peux pas mettre les bons termes sur les réseaux sociaux, quoi. Le mot-clé. Exactement. Après, sur les réseaux sociaux, tu peux le mettre, il n'y a pas de problème. C'est plus quand tu vas sur des sites comme Etsy, Quickstarter, des sites qui regroupent pas mal de ventes comme ça. Oui, mais après, les réseaux sociaux, c'est pas, à partir du moment où t'as pas forcément une communauté qui te suit de base, c'est pas forcément simple non plus, j'imagine. Même quand t'as une communauté qui te suit, c'est pas forcément simple. Non. Puis bah, super l'algorithme. Hein. J'ai pas envie d'en parler. Ça joue beaucoup, toi, sur tes ventes. C'est à double tranchant. Il y a des fois, l'algorithme me fait péter mes publis, mes illustrations. Genre, je me souviens d'une collection que j'avais fait des vilains. J'avais fait King of Halloween, donc il y avait Hadès, Facilier, Gaston et Mr. Jack. Et le dessin d'Hadès, je crois que j'étais passée à 8000 likes, un truc comme ça. Et j'étais là, waouh, incroyable! Je crois que c'est le badge qui s'est le moins vendu. Ça veut rien dire. Ouais, donc du coup, tu peux pas du tout te fier aux chiffres pour savoir si tu vas vendre ou pas, quoi. Non. Ça doit être bien stressant, ça. Après, j'avoue, j'ai des clients, je dirais pas leur nom parce que respect de la vie privée, mais il y a des noms que je vois depuis 2 ans. Ils sont là à chaque nouvelle collection, même s'ils prennent pas tout. J'ai envie de leur faire des câlins à ces gens-là. Ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il y a des gens qui aiment pas juste le produit, ils aiment mon travail. T'as ta petite fanbase, quoi. Elle est petite, mais elle est là. Ils sont gentils. Je les aime très fort. Ça va grandir petit à petit, j'en suis persuadée. Bah, ces gens-là, tu vois, j'essaie de les récompenser, entre guillemets, en parfois faisant des concours où je fais un tirage au sort uniquement avec les clients de ma boutique. Parce que je trouve que c'est plus juste, en fait, que des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui likent pas forcément, qui commandent pas. D'ailleurs, c'est pas forcément les likes que j'aime le plus, c'est les partages et les commentaires. Je trouve que ça veut tellement plus dire en intensité. Bah oui, c'est quand même une action supplémentaire de commenter, ça montre son soutien aux gens. Enfin, moi, je sais que j'y suis très sensible aussi pour le coup. Ouais. Pourtant, mes réponses, elles sont nulles parce qu'à chaque fois, je dis merci parce que je sais pas quoi dire d'autre. Mais si les gens me voyaient, à chaque fois que j'en dis un, j'ai le sourire qui augmente au fur et à mesure. Je suis là, oh, le petit chat! Oh. Mettez des commentaires aux créateurs que vous aimez. Franchement, il n'y a pas de meilleure, je pense, récompense. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, tu arrives à vivre de ton shop ou pas?
Oui! Yes! Alors, je vous avoue que cet été-là a été le premier mois de ma vie où je n'avais pas... Parce que j'ai un autre travail à côté, je suis animatrice le midi, ce qui est censé normalement payer mon loyer, juste mon loyer. Mais bon, c'est déjà ça en plus. Et donc, juillet, août, je n'avais pas de paye parce que je n'étais pas au travail, parce qu'il n'y a pas de cantine pendant les vacances. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais un loyer à payer, des charges et compagnie, et que j'avais que ma boutique, et ça s'est passé. Félicitations! Ouais, là j'avoue, en plus, j'ai relancé les commandes personnalisées. Ça, c'est ce qui me prend beaucoup de temps, mais d'un autre côté, c'est aussi ce que je n'ai pas à produire. C'est quelque chose qui, en termes de rentabilité, est ce que j'ai de mieux, mais que j'évite de faire trop parce que je sais qu'au bout d'un moment, j'aime de moins en moins le faire et j'aime pas ne pas être satisfaite de ce que j'envoie aux gens. Même si eux, ils vont adorer, moi, j'ai besoin d'être en paix, entre guillemets, avec ce que je propose. Et du coup, le fait de travailler à côté, ça te permet d'être moins stressé par rapport à ta boutique, à sa rentabilité, etc. En vrai, au-delà de ça, ça me permet de voir des gens. C'est bien. Ça me permet de sortir de mon canapé. Parce que moi, mon travail, de mon lit à mon canapé, il y a 6 pas à tout péter. Un peu plus. Et les gens oublient que quand il y a des problèmes, que ce soit de production, de la poste qui perd des colis, des trucs machin, je suis toute seule en fait. J'ai besoin de parler à des gens, tu vois, d'échanger. Et puis alors c'est tout bête, mais j'adore arriver au centre avec mes jeux et de voir les enfants kiffer et de me dire bon bah bêtement, mais pour un enfant c'est compréhensible. Mais oui, comme ça, tu vois le jeu en action et tout. Ouais, c'est un truc tout bête, tu vois, mais pour cette famille, j'avais peur que le côté les titres anglais et français soient perturbants. Et en fait, les enfants, non seulement ça leur est passé dessus, mais facile. Et en plus, bêtement, mais maintenant, ils savent que horse, ça veut dire cheval en anglais. Du coup, t'as trouvé des petits testeurs et tout, c'est trop bien. Ah, c'est trop... Bah, mes principaux testeurs, c'est eux, Antoine, Quentin et ma famille. Mais tu parlais du coup du fait d'être seule, etc. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que émotionnellement, ça doit pas être facile de soumettre tes créations à des gens, voir les ventes, devoir gérer tout ça toute seule, comme tu disais. C'est des crises d'angoisse par moments, c'est... Je sais que j'ai la chance de pouvoir à peu près en parler sur Insta, même si je le fais pas à chaque fois parce que j'aurais l'impression d'être tout le temps en train de me plaindre. Mais quand vraiment ça va pas du tout et que je dis que là ça, je craque, je peux vachement en parler sur Insta. Et c'est hyper rassurant d'avoir les gens qui sont hyper compréhensifs. D'ailleurs, c'est un truc que moi j'aime beaucoup chez toi et que je suis très admirative parce que bah moi aussi je fais des crises d'angoisse, etc. Mais c'est pas forcément un truc dont j'arrive à parler publiquement. Est-ce que c'est difficile pour toi de réussir à t'exprimer là-dessus sur les réseaux sociaux? J'ai eu un déblocage le jour où j'ai fait le premier dessin de Monster. C'est les dessins avec l'espèce de monstre transparent qui représente pour moi l'hypersensibilité et l'angoisse et ce genre de choses. Ah, je vois, c'est le dessin qui est dans la chambre dans le noir. Non. J'adore ce dessin. Bah, il y a plein de gens qui l'ont adoré, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça leur parlait. Et j'avoue que le dessiner, ça me libère déjà parce que ça me calme pendant que je dessine. Et j'ai l'impression de le faire sortir de moi en fait. Il est assez marquant et assez parlant, je pense, pour toutes les personnes qui souffrent de ce genre de problèmes un peu anxieux, etc. Mais parce que pour moi, l'hypersensibilité, tu vois, elle est nécessaire pour faire un travail créatif aussi. Et c'est pour ça que Monster, pour moi, il représente pas qu'un truc négatif, pas qu'un poids et pas qu'une souffrance. C'est que je suis bien obligée de me le coltiner si je veux aussi être capable de dessiner. Ça fait partie de moi complètement. Mais c'est d'autant plus frustrant quand tu fais un dessin comme ça où tu mets tout ton âme, tout ton cœur et que ça fait un flop sur Insta, t'es là genre, bon, bah tant pis. C'est là qu'il faut réussir à comprendre qu'Instagram, c'est juste un algorithme et que ça peut venir de plein d'autres facteurs que juste le fait que les gens aiment ou pas ton dessin, tu vois. Mais c'est pas facile, je pense, quand c'est ta création et que ça sort de tes tripes. Et quel regard tu portes sur ton travail et sur ton évolution? Je sais plus quand est-ce que c'était. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, meuf, ça fait 3 ans que je te suis. J'ai tes premières collections à la maison et quand je vois ce que tu fais là, c'est incroyable. Et à chaque fois, je suis genre oui. Bon. Et à la dernière fois, j'ai mis côte à côte des dessins qui dataient de 2018 et de cette année, du même mois, et j'ai fait ah oui quand même. Ah bah oui, hein. Oui, on revient de loin aussi, faut dire. Bah moi je les ai connus ces collections-là et franchement ouais t'as fait du chemin quand même hein. Rien que sur les Hug Me. Les Hugmy, ouais, j'avoue quand j'avais fait Anna en robe de reine là, j'avais vu les 3 versions, j'étais ah oui quand même. Et alors tu ressens quoi? De la fierté? Je suis contente,
Mais tout de suite après, je me compare aux autres. Mais ça, c'est un problème que j'ai dans la vie de manière générale. Je vis continuellement vis-à-vis du regard des autres et je suis toujours en comparaison alors que je devrais pas faire ça. Mais du coup, cette évolution, etc., c'est par rapport au fait que tu as beaucoup dessiné ces dernières années, en fait? Je pratique beaucoup et je regarde beaucoup, 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 beaucoup. Mon compte Insta, mon fil d'actualité, c'est que des illustrateurs. Il y a un peu de Disney, mais il y a beaucoup d'illustrateurs et je passe des heures à regarder et à essayer de comprendre comment il pose les lumières là, comment est-ce que lui il fait ça et essayer de choper un peu partout des trucs que j'aime bien. Alors, je ne sais pas toujours, mais je dois avoir une collection de screenshots de pupilles d'œil parce que j'essaye de faire un micmac de tout ce que j'aime et de comprendre et de réinterpréter des trucs que je vois chez les autres que j'adore. Ouais, pour comprendre un peu et avoir ton propre style finalement. C'est un espèce de puzzle en fait de créer. Je crois que c'est Lola qui me l'avait dit aussi, de nos jours, plus personne ne crée quoi que ce soit. Tout ce qui pouvait être créé existe déjà. Le but maintenant, c'est de choper un peu à droite, à gauche des trucs et de faire une tambouille de tout ça et de se ressortir un truc qui ressemble à toi. Ouais, de réussir à s'approprier en fait ce qui existe un peu pour faire quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça, parce que en soi, je pense que la façon, par exemple, où je fais mes cheveux, tu peux le retrouver chez quelqu'un d'autre. Mais par contre, lui, il fera pas les yeux comme moi je l'ai fait, parce que je suis allée les chercher ailleurs. Et puis parce que je l'ai réinterprété, et puis parce que machinalement, à force de le refaire, je l'ai un peu déformé à ma sauce. T'as pas pris de cours ou de choses spécifiques pour t'améliorer en dessin? Non, j'ai pris des cours de dessin quand j'étais en études supérieures. Ça a duré 3 ans. Je peux pas dire que j'ai appris grand-chose pendant ces cours-là. Ah ouais. J'ai eu des cours de nu qui étaient hyper intéressants. J'ai eu des cours où on nous demandait de faire un croquis d'un corps en moins d'une minute, en 30 secondes. Et tu sais que t'as pas du tout le temps, mais juste de comprendre le mouvement. Et je suis abonnée à plein de comptes aussi qui t'expliquent, par exemple, qui te disent comment est-ce qu'une silhouette, ça se dessine pour que ça marche en dessin. Comment la différencier, par exemple, d'une pose photo pour que ça soit plus dynamique, pour que ce soit plus lisible. Et quels conseils tu pourrais donner ou apporter aux personnes qui souhaiteraient elles aussi se lancer? Ne décalquez pas, ça se sait. Je le dis parce que c'est une erreur que j'ai faite. C'est une erreur bête qu'on fait tous au début. Je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'une fille qui est venue m'envoyer ses dessins et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Et la recherche Google Images, elle a pris 30 secondes. Ne le faites pas, je comprends l'insécurité que c'est et je pense pas que les gens qui le fassent soient dans une volonté de voler quoi que ce soit ou de flemme quoi que ce soit, mais je pense qu'ils ont peur et qu'ils se disent que ils n'ont pas le talent des autres. Faut pas se mettre ça dans la tête. Et essayer du coup de tenter des choses directement par soi-même. Ouais, et puis peut-être de pas vouloir en faire un truc rentable tout de suite. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent pas parce qu'ils sont passionnés de dessin, mais parce qu'ils veulent une boutique, parce qu'ils veulent de la reconnaissance ou parce qu'ils veulent l'argent qui va avec et qui grillent des étapes. Ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est que je le faisais gratuitement au début. Tu vois, c'est des trucs bêtes. Faut t'exercer. Faut être un peu. Et encore, je dis ça, les premiers badges que j'ai vendus, si je les voyais aujourd'hui, je ferais. Quelqu'un vend ça, mais quelle horreur! Encore une fois, il faut bien partir de quelque part et c'est de là où tu seras fier de ton évolution actuelle aussi. Faut pas avoir trop d'ego quand tu commences. Faut se satisfaire de la moindre vente. C'est une réussite. Ça veut dire que quelqu'un aime ton travail et pas se dire je fais moins que ci, je fais moins que machin. C'est pas ça qui importe. Ça peut pas marcher comme ça dès le début. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dirait Mamie Pixie. Mais je pense que pour les youtubeurs, c'est pareil. Tu peux pas te dire que ta première vidéo va faire le buzz et que c'est comme ça que tu vas y arriver. Ah bah non. Mais de toute façon, je pense que pour vraiment profiter de YouTube et faire du bon contenu, il faut pas penser à je vais être populaire ou je vais gagner des pépettes ou être la nouvelle Léna Situation. Il faut juste faire les choses pour toi, essayer d'apporter quelque chose d'un peu nouveau et puis bah pratiquer encore et encore. Et puis bah si ça vient, tant mieux. Mais si ça vient pas, bah tant pis finalement. Parce que c'est pas la raison principale pour laquelle tu viens. Sinon, t'es forcément malheureux, je pense. Bah, je pense que pour l'illustration, c'est exactement la même chose. Il faut le faire parce que tu as envie de dessiner. Ouais. Et pas parce que t'as envie de vendre et d'être populaire. Exactement. On se comprend. Dernière question. Quelles sont tes envies pour la suite? Il n'y a pas un produit que tu rêves de faire? Une collection que tu rêverais de lancer? Bah, je t'ai dit, là, il y a des personnages animés qui me trottent un peu dans la tête et que je pense que je vais faire à un moment donné, quand j'aurai un peu de courage.
J'aimerais beaucoup refaire un jeu de cartes pique, cœur, carreau, trèfle en gardant pique, cœur, carreau, trèfle sans changer ces symboles-là, mais thématiser Disney parce que j'ai fait Ghibli, mais en vrai j'aimerais bien faire Disney aussi et je pense que ça rendrait très bien. Je pense aussi. Par contre c'est pareil, c'est encore un énorme projet qui va me prendre un temps infini. Je me laisse un peu le temps. Que j'aimerais bien faire aussi, c'est du textile. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire du textile. À la base, je m'étais dit que je partirais plus sur de la broderie, donc c'était plus casquette bonnet. Trop bien. Mais faut que je trouve une bonne usine, faut que je trouve un truc qui me plaise. Pour du t-shirt, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Parce que j'ai trouvé la machine, ça y est. Maintenant, j'aimerais voir le rendu que ça fait sur t-shirt parce que je suis un peu relou en termes de t-shirt. Je trouve que par exemple Pampling, leur impression, elle est incroyable. Oui, je suis d'accord. J'en ai reçu d'autres de Etsy, de manga, que pareil, je trouve, c'est pas tout à fait la même matière, mais c'est hyper agréable à porter. Ça fait pas un espèce de bloc où tu sens que ça a été imprimé avec un fer à repasser, tu vois. Ouais, je vois totalement le style. Mais j'avoue que moi, pour la broderie, je suis hyper intéressée de voir ça parce que c'est clairement les produits que j'aime le plus maintenant. Bah, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Après, j'essaie d'être un peu honnête envers moi-même et de me demander si mon style de dessin, qui est quand même très détaillé, où il y a plein de couleurs différentes, de dégradés, de trucs, de machin, est-ce que je vais réussir à faire un truc qui marche? Pour être tout à fait honnête, j'avais commencé à gribouiller des trucs en mode food parce que j'avais beaucoup aimé faire du Disney food, j'avais trouvé ça trop cool. Et j'avais pensé à un petit bonnet avec quatre trucs de food les uns à côté des autres, genre une glace, Mickey, et d'avoir un thème. Et en fait, ça rend pas comme j'ai envie. Je pars toujours trop dans le détail. Faut que j'arrive à faire du minimaliste un peu parce que y a que ça qui marche en broderie. Mais tu sais, tout simplement, tu pourrais peut-être faire des patchs. Ça coûte tellement cher. Et ça coûte cher à acheter aussi. Hein. Oui, bah enfin, ça coûte cher à acheter parce que ça coûte cher à produire. Je pense que ça pourrait rendre bien en vrai. Ah, des patchs, mais j'aimerais trop, hein. Ça rendrait trop bien. J'ai déjà une usine, je sais exactement par qui je passerai. Mais je suis toujours un peu... je me sens pas légitime de vendre des trucs aussi chers. Tu vois, les sept familles, le Uno et tout, déjà, je fais de l'hyperventilation dès que je dois afficher le prix. Puis quand il y a les gens qui sont là en train de râler après, en train de dire « Ouais, mais c'est cher !» Enfin, j'ai bossé 3 mois dessus quand même. Non, mais les gens se rendent pas compte de toute façon. Non, mais en plus après, je suis là, attends, faut que je propose un pack, où ce soit un peu rentable pour eux, enfin, faut que je trouve un truc. Oui, mais bon, faut pas que tu t'oublies derrière, quoi. Ouais, un peu. Est-ce qu'il y a un dernier mot, une dernière chose que tu as envie d'ajouter avant qu'on termine ce podcast? Bah merci déjà, parce que j'étais super contente que tu me le proposes. J'espère que j'aurai apporté des réponses, des questions à des réponses. Des questions à des réponses aux personnes. Et ouais, restez positifs, soyez positifs les gens. Oh, comment c'est trop mignon ce message de fin. Votez Mrs. Renard. Wouhou, présidente. Non, faut être positif. S'il y a des trucs qui vous saoulent, retirez-les de vos vies et restez focus sur le positif. Il y a que ça qui marche. Mais en tout cas, moi aussi, de mon côté, je suis super honorée que tu aies accepté ma proposition. J'avais vraiment envie justement qu'on parle d'un vrai quotidien en fait de créateur Disney, de ce que ça pouvait représenter, etc. Et j'aurais pas pu espérer meilleur invité pour ça. Donc merci d'avoir accepté, chaton. Mon petit bichon. Les gens vont pas du tout comprendre qu'on est amis dans la vraie vie. Hein. C'est pas... Non, ça se ressent pas du tout. Pas du tout, mais on se connaît à peine. J'espère que ce nouvel épisode de La Pause Enchantée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une note notamment sur Apple Podcast, ça m'aidera à faire grandir le podcast. Et à m'écrire un petit mot sur les réseaux sociaux, j'aime toujours autant avoir vos avis sur les différents épisodes du podcast. Je vous retrouve très prochainement sur La Pause Enchantée. Salut!